Bonsoir, bienvenue à cette 4e formation en français pour les professionnels de la santé offerte par la Société de leucémie et lymphome du Canada, les urgences oncologiques, volet 2. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Je me présente, Pascal Rousseau, chef des services à la communauté pour la division du Québec de la Société de leucémie et lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. Veuillez noter que vous n'entendrez que ma voix et celle de la conférencière. Puisque vous participez en grand nombre, il sera possible de poser des questions à la fin, mais uniquement en ligne en utilisant la fonction chat. La présentation durera environ 1h30 et sera suivie d'une période de questions d'environ 15 à 20 minutes. La présentation est enregistrée. Il vous sera donc possible de la réécouter sur notre site Internet tout en visionnant la présentation PowerPoint. Nous vous enverrons un courriel lorsque le tout sera disponible. Je rappelle également que cette formation est accréditée par la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal pour 2 heures de formation. Des frais de 10 $ s'appliquent. Veuillez vous référer à vos courriels pour trouver le lien sur le site de paiement en ligne ou encore communiquer avec moi. Mes coordonnées sont à l'écran. Très important. Pour accéder au crédit de formation, nous vous demanderons d'interagir durant la présentation en répondant à 3 questions à réponse en lien avec la formation. Il est important de répondre à ces questions lorsque nous vous le demanderons et les indications seront très claires. Si vous ne désirez pas de crédit de formation, mais avez besoin d'une attestation, veuillez me le faire savoir en utilisant mes coordonnées à l'écran. Vous avez également reçu par courriel le formulaire d'évaluation ainsi que la liste de présence à signer. Veuillez remplir ces documents et nous les faire parvenir soit par courriel, par télécopie ou par la poste. Avant de commencer, voici un peu d'informations sur la Société de leucémie et lymphome du Canada. Notre mission est de trouver un remède contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des patients et de leurs familles. Nous avons un programme de recherche qui a financé 35 projets de recherche en 2018 pour un total de 4,3 millions de $. C'est 40 millions qui ont été investis en recherche depuis 1955. Nous offrons du soutien aux personnes touchées par un cancer du sang tout au long de leur parcours. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous avons également un programme de soutien par les pairs. Ce programme a pour objectif de mettre en contact des patients qui viennent de recevoir leur diagnostic et leurs aidants avec des bénévoles qualifiés qui ont vécu des expériences similaires. Ces contacts aident les patients et les familles à garder espoir, à soulager l'anxiété et à poser des questions sur le parcours avec le cancer. Plusieurs outils d'information sont à votre disposition sur notre site Internet sllcanada.org. Des guides sur les traitements, les différentes formes de cancer du sang, les aspects psychosociaux, etc. Nous avons également différentes webdiffusions accessibles sur notre site Internet. Nous offrons ces webdiffusions tout au long de l'année. Surveillez vos courriels. Nous avons également une série de vidéos éducatives disponibles en tout temps sur notre site Internet, ainsi que des ressources pour les jeunes et les familles. Ils sont disponibles sur cancerduSang-jeune.ca. Vous pouvez également retrouver sur notre site Internet les archives des formations passées pour les professionnels de la santé. N'hésitez pas à vous y référer. Alors, n'hésitez pas à parler de nous aux patients et aux familles. Nous sommes là pour les aider. Avant de terminer, il est important pour moi de vous parler de notre événement phare, la Marche illumine la nuit. Cet événement de collecte de fonds, mais également de grands rassemblements pour les patients, les survivants, les familles et la communauté, a lieu partout au Canada. Samedi dernier à Montréal, plus de 7 000 marcheurs et un montant record de 1,3 million de $ a été amassé pour soutenir la mission et la recherche. Samedi prochain, à Ottawa, c'est plus de 4 000 marcheurs qui seront rassemblés à l'Université Carleton. En mai 2020, ce sera au tour de la Ville de Québec d'accueillir plus de 2 000 marcheurs. De plus, partout au Canada, plusieurs bénévoles se regroupent et organisent des marches dans leur communauté. Pour participer ou organiser une marche, visitez illuminelannuit.ca. Il est maintenant temps de présenter notre conférencière Sabrina Charbonneau. Sabrina est infirmière pivot en oncologie, volet urologie, à l'Hôtel-Dieu de Québec, CRECO. Elle a gradué en 2012 à l'Université Laval en sciences infirmières.
Elle a une certification canadienne en oncologie. Alors, c'est au tour de Sabrina de présenter sa conférence. Donc, à vous, Sabrina. Ça ne sera pas bien long. On attendait ça. Bonjour à tous, c'est Sabrina Charbonneau, je vais être votre conférencière aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va présenter les urgences oncologiques, la partie 2, mais inquiétez-vous pas, je vais quand même faire un léger survol sur la partie 1, donc les urgences qu'on a abordées à la dernière formation. Aujourd'hui, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une légère présentation. Ensuite, on va parler de la définition des urgences oncologiques. On fait un retour, puis on va parler des urgences du jour, soit le syndrome de la veine cave supérieure, tamponnade cardiaque, SIADH, hypercalcémie et les thromboses et embolies. Okay? Donc, comme Pascal le dit tantôt, je m'appelle Sabrina Charbonneau, je suis infirmière clinicienne en onco. Ça va être moi votre présentatrice aujourd'hui. Je pense qu'elle m'a très bien présentée, donc je n'en rajouterai pas plus. Mais si jamais vous avez des questions, là, ce sera à la fin pour la période de questions. Donc, une urgence oncologique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une complication parfois fatale causée par la maladie ou son traitement chez les personnes atteintes de cancer. Donc, c'est quand même assez large. On a deux catégories. Alors, on a soit structurelle ou métabolique. Pour ce qui est des urgences structurelles, ce sont reliées à la présence de la tumeur et son développement qui cause la compression et perturbe localement. Pour ce qui est des urgences métaboliques, c'est plutôt relié à un désordre causé par des effets systémiques de la tumeur. Alors, dans les urgences structurelles, on a la tamponnade cardiaque qu'on va voir aujourd'hui, l'hypertension intracrânienne, compression de la moelle épinière, le syndrome de la veine cave supérieure. Pour ce qui est des métaboliques, on a l'hypercalcémie, la CIVD, anaphylaxie, le choc septique, ou le SIADH, ainsi que le syndrome de lyse tumorale. Alors, on va faire un retour rapide sur le choc septique, syndrome de lyse tumorale, CIVD, la compression de la moelle épinière, hypertension intracrânienne et l'anaphylaxie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui est le choc septique? Le choc septique, c'est un état clinique qui résulte d'une disproportion entre le volume sanguin et l'espace vasculaire qui cause une insuffisance circulatoire et une perfusion tissulaire insuffisante qui, évidemment, à son tour, entraîne une hypoxie et une malnutrition cellulaire. Donc, c'est le résultat de la présence de toxines dans le sang. Le choc septique peut induire un syndrome de défaillance multiviscérale et, évidemment, provoquer la mort, malheureusement. Alors, si on regarde un peu la physiopatho, tout commence évidemment pour un choc septique par une infection. Donc, quand on a une infection, on a une libération de toxines qui entraîne une réponse du système immunitaire. À ce moment-là, on a une libération de médiateurs. Qu'est-ce que les médiateurs font? Bien, les médiateurs vont provoquer une vasodilatation, puis des liquides extracellulaires. On a donc évidemment une hypotension et une hyperperfusion qui va se provoquer chez notre patient. On a un état de choc. OK? Évidemment, ça peut entraîner également une CIVD qu'on va voir plus tard et également une vasoconstriction locale. On essaie de garder le plus possible nos liquides en nous parce que là, on a comme une hypoperfusion. Ça peut créer une détresse respiratoire, une nécrose tubulaire, une insuffisance hépatique, évidemment une défaillance multiviscérale. Donc, tous nos organes nous lâchent un peu. Évidemment, bon, ça peut entraîner la mort. Alors, pour aujourd'hui, comme disait Mme Rousseau, on va vérifier, voir si vous êtes en ligne avec nous. Donc, on aurait quelques questions à vous poser qui vont se retrouver là, à des moments stratégiques de ma présentation. Alors, la question numéro 1, ça serait quelle est l'incidence du choc septique chez les patients atteints de cancer? Je vais vous laisser environ une trentaine de secondes pour le répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, là. Ben, en fait, oui, il y a une bonne réponse, mais ce n'est pas une évaluation, là. Personne ne va se faire chicaner s'ils n'ont pas la bonne réponse. Inquiétez-vous pas.
OK, alors ça fait 30 secondes, donc j'assume que tout le monde a répondu à la question. Je vais donc procéder à la réponse. Alors, l'incidence est de 45 %. Ceux qui ont répondu 45 %, bravo, c'était la bonne réponse. Des patients atteints de cancer avec plus de 30 % de mortalité. Donc, on voit que c'est quand même une grosse incidence. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui se retrouvent avec un choc septique. Le pronostic dépend vraiment de la pathologie derrière ça, l'état général du patient, puis la rapidité de nos interventions. On va parler maintenant du syndrome de la lyse tumorale. Alors, syndrome de la lyse tumorale, qu'est-ce que c'est? C'est une situation potentiellement urgente, mais moi, je vais vous le dire, c'est urgent. Va mettre en danger la vie des patients. Alors, ça se développe quand les thérapies cytotoxiques comme la chimiothérapie puis la radiothérapie causent la destruction d'un grand nombre de cellules à division rapide. OK? Donc, une lyse de la tumeur. La lyse rapide de cellules tumorales amène aussi la libération de la circulation sanguine de leur contenu cellulaire. Puis ça ne peut pas être excrété par les voies naturelles comme les reins. OK? Qu'est-ce qu'on a? On a une lyse rapide et massive de cellules cancéreuses. Bon, qu'est-ce que ça fait? Bon, on a une libération de constituants intracellulaires dans la circulation. On a notre potassium, on a nos purines, on a notre phosphore qui va se sécréter. Ça fait qu'on a comme une sursaturation des mécanismes de transport au niveau des reins. Les reins ne sont pas capables de fournir. Alors, on se retrouve en hypercalcémie, hyperurémie, hyperphosphorémie, qui peut entraîner aussi une hypocalcémie. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a vraiment trop de choses au niveau de nos reins, puis on tombe en insuffisance rénale aiguë, et c'est là que c'est très dangereux. Les facteurs de risque. Alors, on a plusieurs facteurs de risque. Premièrement, ceux qui sont associés à la maladie. Donc, tous les cancers lymphoprolifératifs de grade élevé, la LLA, lymphome de Burkitt, on a des tumeurs solides, cancer du sein, neuroblastome, cancer du poumon à petites cellules, simplement une masse tumorale volumineuse, une tumeur qui serait chimiosensible, puis que les globules blancs sont supérieurs à 50 lors de la leucémie. Donc, on a également associé au traitement, donc tout ce qui agit au niveau du cycle cellulaire, donc étoposide, cisplatine, méthotrexate, cytarabine, ce sont toutes des chimiothérapies qui sont reconnues malheureusement pour favoriser un syndrome de lyse tumorale. On a également le Rituxan, puis l'utilisation concomitante de plusieurs agents antinéoplasiques. Donc, si vous travaillez avec les patients qui ont des cancers plus du sang, vous savez qu'on utilise régulièrement plusieurs agents antinéoplasiques. Donc, malheureusement, ces patients-là sont à risque. Ensuite de ça, on a également certains facteurs de risque qui sont associés à nos patients. Donc, un patient plus âgé, un patient de base qui est déshydraté, ça arrive souvent, patient qui a une hyponatrémie, hyperuricémie, une insuffisance rénale de base, une neuropathie obstructive, donc quelque chose qui obstrue l'évacuation de l'urine. Déjà, à la base, on a quelque chose de grave. Donc, si on se rajoute une difficulté, ça n'aide pas notre patient. Des LDH élevés, ça peut également favoriser le syndrome de la lyse tumorale chez nos patients. Pour ce qui est de la CIVD maintenant. Alors, la CIVD, qu'est-ce que c'est? C'est une altération du mécanisme normal de coagulation qui consiste en la formation anormale de caillots et de fibrines dans la circulation, causant un processus thrombotique et des hémorragies simultanées, ça va mal ensemble, reliées à une diminution des facteurs de coagulation. Alors, si on regarde la physiopatho, bien évidemment, on a toujours un événement précipitant. Quand je vous ai parlé tantôt du choc septique, ça en fait partie. Le cancer est également un facteur de risque. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien, on a un choc, on a de la thrombine qui se sécrète, fibrinogène, on a une dégradation du fibrinogène. Donc, on a une coagulation, formation de caillots. Qu'est-ce qui arrive quand on forme un caillot dans notre sang? Bien, les tissus ne sont pas nécessairement bien irrigués, on a une ischémie, on a une nécrose. Ensuite de ça, ça agit au niveau de la fibrinolyse. Donc, on a une activation des facteurs de coagulation. On va également aller les dégrader, ce qui fait qu'on a une dysfonction des plaquettes, puis on interfère avec la formation de fibrine. Donc, on a un caillot, mais on a également le sang qui n'est pas capable de coaguler. Ça nous fait une hémorragie CIVD. Donc, malheureusement, ça arrive assez souvent chez nos patients.
Les facteurs de risque. Alors, on a toujours la leucémie, les tumeurs solides, exemple adénocarcinome de la prostate, poumons, sein, pancréas, ovaire, rein, estomac, vessie et mélanome. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de cancers qui sont à risque. Donc, on a beaucoup de patients qui peuvent malheureusement avoir une CIVD. Toutes les personnes qui ont un sepsis ou une infection, ou quelqu'un qui fait une réaction à une transfusion, qui a déjà de base une défaillance hépatique. Donc, il y a beaucoup de facteurs de risque quand même. Ça représente quand même une bonne partie de nos patients qu'on connaît bien. Si on regarde maintenant la compression de la moelle épinière ou la compression médulaire, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une déformation de la moelle ou de la région de la queue de cheval pouvant entraîner des complications neurologiques. L'incidence est un petit peu moins forte pour cela, c'est environ 5 à 10 % des patients atteints de cancer. Malheureusement, ça peut également être fatal pour nos patients. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la compression médulaire? Bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent nous provoquer une compression. Soit c'est par une tumeur, soit c'est par des vaisseaux qui sont comprimés, ou ça peut également être par un affaissement du corps vertébral. Qu'est-ce que ça fait? Bien, on augmente l'œdème. Qu'est-ce que ça fait si on augmente l'œdème? Bien, on diminue l'irrigation vasculaire. On a donc une atteinte du tissu nerveux. On sait tous, ça peut provoquer des nécroses. Le patient va avoir douleur, perte de sensibilité, peut également aller jusqu'à la paralysie. Perte de fonction des sphincters, souvent, ça va être notre premier indicateur. Donc, si les patients nous disent « je suis plus capable de retenir mon urine, je suis plus capable de retenir mes selles », ça peut être un indicateur pour nous, puis également dysfonction sexuelle. Alors, les facteurs de risque, bien, je vous dirais que le principal cancer de la prostate, malheureusement, est un des cancers qui a le plus haut taux de compression de la moelle épinière. Cancer du sein, poumon, myélome également, sarcome, rein, lymphome et mélanome. Puis, tout ce qui est présence de métastases osseuses à ce niveau-là, au niveau du dos, du bas du dos, de la moelle, malheureusement, c'est un facteur de risque. Si on va maintenant à l'hypertension intracrânienne. Alors, l'hypertension intracrânienne, c'est un syndrome lié à l'augmentation anormale de la pression intracrânienne, hypertension, pouvant causer une hernie cérébrale. Alors, le pronostic est assez sombre si un de nos patients a ça. C'est environ 1 mois si les métastases ne sont pas traitées ou si la cause sous-jacente n'est pas traitée. Qu'est-ce qui se passe? Alors, souvent, ça va partir par une lésion cérébrale. Okay? Qu'est-ce que fait une lésion? On l'a vu tantôt, on a un œdème du tissu. Si on a de l'œdème, ben, ça augmente la pression au niveau de notre cerveau, donc au niveau intracrânien. On a une compression des vaisseaux sanguins qui irriguent notre cerveau, donc on a une diminution du débit sanguin cérébral. On a moins d'oxygène si on a moins de sang, mort des cellules. Ben, qu'est-ce qui fait quand il y a une mort des cellules? Ben là, c'est encore pire, on a encore d'autres œdèmes qui se créent autour. On augmente encore plus la pression. Puis là, on peut même aller comprimer le tronc cérébral et le tronc respiratoire. Bien, qu'est-ce qui se passe? Bien là, on accumule du CO2, vasodilatation, puis là, bien, malheureusement, encore une fois, on a une augmentation de la pression. Donc, malheureusement, de ce côté-là, on n'est pas si bien fait. L'hypertension intracrânienne, on n'a pas grand mécanisme pour nous aider, d'où le pronostic qui est assez sombre. Les facteurs de risque, bien évidemment, les métastases cérébrales, les cancers qui sont reconnus pour faire des métastases cérébrales, cancer du sein, rectum, rein, mélanome, mais je vous dirais, tous les cancers, malheureusement, sont à risque. Une tumeur primaire du cerveau, un hématome, on peut avoir un hématome cérébral, une irritation cérébrale, la radiothérapie au niveau cérébral également est un facteur de risque. Une infection, thrombocytopénie, dysfonction des plaquettes, leucémie, lymphome ou toute tumeur du système nerveux central. Quelqu'un qui est porteur du réservoir Omaga, un cancer tête-cou, donc ORL, et SIADH également. Okay. Donc, finalement, pour notre dernier retour, l'anaphylaxie, donc qu'est-ce que c'est? Ou je vous dirais peut-être plus des gens qui ont plus une réaction anaphylactique. C'est une réponse immunologique à une substance étrangère ou un antigène. Pourquoi on en parle? Bien, malheureusement, ça arrive quand même à nos patients de souvent réagir à nos traitements. Donc oui, c'est une urgence. Qu'est-ce qui se passe? Bien, tout d'abord, la cellule est exposée à un antigène de base. Cet antigène-là va déclencher la production d'anticorps. Okay? Alors,
produit de l'immunoglobuline. L'immunoglobuline va aller se fixer à la surface des cellules. Okay? Là, pour le moment, ça va bien. Quand ça se corse, c'est quand on a une nouvelle exposition au même antigène. Alors là, l'antigène, il va aller réunir les anticorps, puis il va aller se réunir sur la cellule, puis il va aller dégrader la cellule et créer une production d'histamine. On la connaît bien, l'histamine, ça augmente la perméabilité distant les capillaires et malheureusement, ça nous fait faire une réaction allergique ou un choc anaphylactique. Quel facteur de risque on a? Bien, l'âge, hein? Plus on est âgé, plus on a de chances d'avoir été exposé à ce genre de risque. Le sexe, les dames, malheureusement, on est plus à risque. État nutritionnel, le stress, hein? Facteurs hormonaux environnementaux, la voie d'administration du produit, intraveineux, souvent on est plus à risque, la durée et les caractéristiques immunologiques de l'agent antinéoplasique, particulièrement l'asperginase, cisplatine, bléomycine, le fameux rétuxan. Méthotrexate, taxol et taxotere sont des agents bien reconnus pour nous faire des réactions. Alors, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par le syndrome de la veine cave supérieure. OK? Alors, je continue avec mes questions, puisqu'on est rendu environ à la moitié de la présentation. J'aimerais que vous identifiez la veine cave supérieure sur l'image. Donc, vous avez des choix de réponses et je vous laisse un petit 30 secondes pour répondre encore une fois. Alors, ça fait maintenant 30 secondes. On va voir plus tard où est-ce qu'elle est puis quelle est la bonne réponse. Mais c'est comme je vous disais la dernière fois, ce n'est pas un examen, donc si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est pas grave, il n'y a personne qui va être puni. Vous allez avoir vos crédits de formation pareil, donc il n'y a pas de problème. Alors, si on regarde, qu'est-ce qui est vraiment le syndrome de la veine cave supérieure? C'est un ensemble des manifestations physiques résultant de l'obstruction de la veine cave supérieure, produisant notamment une insuffisance de drainage avec congestion des vaisseaux sanguins de la tête et de la partie supérieure du tronc. Alors, si on regarde notre étude de cas, alors Monsieur Tremblay, vous êtes infirmière à l'urgence. Il se présente au triage, puis ça ressemble un petit peu à ça votre évaluation. Donc, Monsieur Tremblay, il a un lymphome. Il présente une dyspnée, il tousse, il a mal à la tête, il a l'impression que son collet est serré. Donc, il y a le signe de Stowe. Vous remarquez qu'il y a une turgescence des jugulaires des deux côtés, il y a de l'œdème au niveau du visage. OK? Donc, ça, c'est ce que vous remarquez au triage. OK? Qu'est-ce que c'est le syndrome de la veine cave supérieure? C'est bien beau de vous donner la définition, mais il faut qu'on comprenne à la base qu'est-ce que c'est. OK? Donc, ce qu'il faut savoir de la veine cave supérieure, c'est qu'il s'agit d'un vaisseau qui a une paroi mince, dont la pression est faible. Okay? Elle s'étend de la jonction du tronc brachiocéphalique jusqu'à l'oreillette droite. Elle draine les vaisseaux de la tête, du cou et des membres supérieurs, puis même certaines veines du thorax. Okay? Elle se situe à droite des veines trachéales et de la bronche droite, derrière le sternum. Okay? Donc là, on la voit sur l'image, veine cave supérieure. Vous ne serez pas pénalisé encore si vous n'avez pas dit la bonne affaire. Là, OK? Donc, le thorax, lui, c'est une structure qui est rigide avec peu de possibilités d'expansion. Là, vous devez voir un petit peu où est-ce que je m'en vais avec ça. On peut donc dire que la veine cave supérieure est vulnérable au déplacement et à la compression en raison de sa paroi mince et de la faible pression du débit sanguin. En plus, sa position anatomique fait qu'elle est entourée de structures avec peu de possibilités d'expansion. Donc, on s'ajoute un moindre désordre et voilà, on a un syndrome de la veine cave supérieure. Okay?
Donc, oh, ça marche-tu? OK, parfait. Donc, on a une hypertension de la veine avec stase veineuse, puis on a une diminution du débit cardiaque. Lorsque c'est non traité, elle peut évoluer de la congestion vasculaire à la thrombose et à l'œdème cérébral, aux complications pulmonaires, puis finalement au décès. OK? En seulement quelques semaines ou quelques mois, il peut avoir une herniation du tronc cérébral ou une obstruction de la trachée. Okay? Donc, c'est quand même assez grave. Donc, on voit un petit peu les causes. Ça peut être compression par une masse extrinsèque, invasion de la paroi du vaisseau par la tumeur ou un thrombus, ou un rétrécissement en raison de l'infiltration de la tumeur ou de l'inflammation. Okay? C'est là que les symptômes vont apparaître. Okay. Quels sont les facteurs de risque? Ben, le cancer du poumon à petites cellules, 75% des cas, donc très à risque. Lymphome, sarcome de Kaposi, thymome, séminome et autres tumeurs à cellules germinales. Métastase du cancer du sein, testicules, œsophage, côlon. Ça peut être simplement une thrombose sur un cathéter central ou une fibrose due aux radiations également. Monsieur Tremblay aurait pu avoir d'autres signes également. Donc, il aurait pu se présenter carrément avec un œdème plus généralisé, doigt, cou, thorax. Il aurait pu se présenter également avec syndrome de Horner, dilatation des capillaires, une tachycardie compensatoire, sensation que son visage est lourd, des troubles visuels, des vertiges. Il aurait pu se présenter avec un enrouement même de la voix, puis des douleurs thoraciques. Hein. Il y a quand même beaucoup de symptômes qui sont assez vagues. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Vous êtes une infirmière au triage, puis là, le médecin, il va faire très probablement un examen physique du patient. Hein? Il va remarquer que ses jugulaires sont distendus. Il va faire une radiographie pulmonaire. Il peut faire un TACO, un IRM, une échographie. Une médiastinoscopie, c'est un petit peu plus rare, mais ça se peut. Il peut faire une thoracosynthèse, même une phlébographie. Donc, il va aller regarder là, tout ce qui est veine du haut du corps, de coup que malheureusement, il y a une thrombose quelque part. Il peut faire une biopsie, puis des fois même, ils vont faire un examen histologique des sécrétions, mais c'est plus pour écarter d'autres possibilités. Le traitement. Alors, le traitement, ce qu'on va donner principalement, puis souvent, ça va être la radiothérapie. Les statistiques que j'avais trouvées, c'est qu'il y a une amélioration de 91% des patients en 1 à 2 semaines. Hein, donc, c'est quand même significatif. Là, en peu de temps, on a une grosse amélioration des symptômes. Sinon, on peut également donner une chimiothérapie à base de platine, particulièrement si c'est un cancer pulmonaire à petites cellules, parce qu'on sait que les cancers pulmonaires à petites cellules réagissent bien à la platine et en traitant le cancer, ben, on traite la cause sous-jacente derrière le syndrome de la veine cave supérieure. Sinon, on peut également mettre un stent, mais bon, quand c'est une tumeur qui envahit la veine cave, mais c'est contre-indiqué. Le taux de mortalité il est trop élevé. Donc, ça, c'est à prendre avec des pincettes. Ou on peut également voir avec de la médication. S'il y a une thrombose, on peut donner des anticoagulants, des diurétiques, des corticos. Puis, on peut également donner de l'oxygène à nos patients pour aider pour les symptômes. Moi, ce que je m'étais dit, c'est en tant qu'infirmière, c'est quoi notre rôle? Qu'est-ce qu'on fait? Le patient nous arrive à l'urgence. Qu'est-ce qu'on doit faire? Okay? Ben, c'est quand même assez simple. On va le mettre en position demi-assise hein, pour favoriser l'expansion pulmonaire puis essayer de diminuer son symptôme qui est quand même d'être essoufflé. On va surélever le bras affecté par l'œdème pour favoriser le retour veineux. Il faut essayer d'éviter le plus possible de lever les jambes parce que ça peut augmenter la pression intrathoracique. Okay? Notre patient, là, il a probablement de la misère à respirer. Il doit être anxieux. On sait tous que l'anxiété, ça n'aide pas la dyspnée, donc on peut donner des anti-anxiolytiques. On peut donner également de l'oxygène pour l'aider. On va éviter la manœuvre de Valsalva qui pourrait augmenter la pression intrathoracique. En tant qu'infirmière de l'enseignement,
On lui explique c'est quoi ses signes, qu'est-ce qui se passe, le traitement, ses examens, qu'est-ce qu'on va faire, le bon positionnement. On peut lui montrer des exercices respiratoires s'il est anxieux. Puis, il risque d'avoir une limite liquidienne, donc on va également devoir lui enseigner ça. On va devoir porter une attention particulière lors du choix de l'accès veineux, puisque le retour sanguin des membres supérieurs peuvent être très fort, probablement compromis. Okay? On va essayer d'éviter la prise de tension puis la ponction veineuse aux membres affectés. Puis, on peut également offrir un soutien psychosocial aux patients et à sa famille s'ils vivent des pertes en lien avec ça. Surtout si, des fois, ça peut arriver que le patient arrive et il y a un diagnostic de cancer là, à cause de son syndrome de la veine cave supérieure. Donc, on va lui offrir du support. Qu'est-ce qu'on écrit au dossier? Bien, c'est clairement, on va le monitorer, on va prendre des signes vitaux, un bilan in-route. On va tout noter nos signes et symptômes de rétention liquidienne, bien important. Son poids, on va le prendre au moins, on va le prendre à chaque jour. Son évaluation de son état mental, comment qu'il est, son état respiratoire. S'il y a des changements bien importants, évidemment, de le mentionner au dossier. Le patient, comment il sent ses plaintes, son état à lui, au niveau moral, puis tout ce qui est examen fait, prise de sang, etc. Alors, on est rendu à notre deuxième urgence, la tamponnade cardiaque. Alors, la tamponnade cardiaque, c'est une compression du muscle cardiaque causée par l'accumulation de liquide à l'intérieur du péricarde. Cette compression est souvent consécutive à la pression de la tumeur sur le péricarde ou à sa post-irradiation. Alors, encore une fois, notre pauvre monsieur Tremblay est encore notre victime aujourd'hui. Donc, des 2 semaines suivant ses traitements de radiothérapie, donc il y a eu de la radiothérapie, monsieur Tremblay téléphone à son IPO. Il se plaint de douleurs thoraciques rétrosternales. Ouh, ça va pas bien. Qui sont respirodépendantes avec une orthopnée depuis quelques heures. Il se dit plus somnolent, fiévreux. Il est immédiatement dirigé à l'urgence. Parfait, bon réflexe. Au triage, l'examen clinique de l'infirmière met en évidence qu'il y a une tachycardie, il est hypotendu, puis quant à l'ausculte, il y a des bruits cardiaques qui sont assourdis, puis un frottement péricardique qui est perceptible. Qu'est-ce que c'est la tamponnade cardiaque? C'est quoi cette physiopatho? Dans le fond, là, à la base, tout commence par une accumulation de liquide à l'intérieur du péricarde. Okay? Ce qui fait qu'on a une augmentation de la pression intrapéricardique. On a donc une compression du muscle cardiaque. Si on comprime le muscle cardiaque, ben, on empêche la dilatation des cavités cardiaques, donc le remplissage des oreillettes. Ça va déjà pas bien. On a une diminution d'expansion de la cavité ventriculaire qui diminue le remplissage ventriculaire lors de la diastole. On a donc une diminution du volume d'éjection systolique. En bon français, il n'y a pas de sang qui sort le cœur, presque pas. Là. Quand on n'a pas de sang, on n'a pas d'oxygène, fait qu'on a moins d'oxygène qui parvient au tissu. Donc là, on n'est pas bien. Le patient, il va être tachycarde, il va être hypotendu, il est essoufflé, il y a une vasoconstriction périphérique parce qu'on n'a pas assez de sang qui sort. Puis, on a une augmentation du volume de rétention d'eau et du sodium parce qu'on essaie de retenir le plus possible de liquide. Évidemment, ça peut entraîner perte de conscience et mort si ce n'est pas traité rapidement. Okay? Quels sont les facteurs de risque de la tamponnade cardiaque? Alors, les cancers, encore une fois, particulièrement pulmonaires, radiothérapie, certaines médications, des problèmes cardiaques de base, donc un patient qui a déjà une chirurgie cardiaque, un traumatisme thoracique, anévrisme ou rupture de gros vaisseaux, procédure, angiographie, installation ou retrait d'un stimulateur cardiaque, installation d'un cathéter veineux central, c'est un facteur de risque, on en a quand même souvent, donc à prendre note. Un patient qui a déjà une péricardite infectieuse, une maladie du tissu conjonctif, donc exemple lupus ou arthrite rhumatoïde, myxœdème, une urémie. Donc, on a beaucoup de facteurs de risque pour la tamponnade cardiaque. Heureusement, il y a seulement 3% des patients atteints d'un cancer qui vont présenter une tamponnade cardiaque. Comme je disais tantôt, on a un pronostic très sombre. La survie moyenne est seulement de 6 mois.
Monsieur Tremblay aurait également pu présenter d'autres signes. Exemple, il aurait pu être étourdi, il aurait pu avoir une perte de conscience. Sûrement qu'il n'aurait pas appelé son IPO s'il était inconscient, mais ça pourrait être un signe. Distension des veines du cou, une diaphorèse, puis une peau froide et bleutée aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est pas compliqué. Hein? L'examen de choix, on a l'examen physique, mais principalement, ce qui va nous indiquer le plus que c'est une tamponade cardiaque, c'est l'échographie cardiaque. Le traitement, on a plusieurs traitements qui sont plutôt risqués. Donc, la principale, je dirais que ça va être la ponction du péricarde. On va carrément aller enlever les liquides. Thoracotomie. On peut également mettre une fenêtre péricardique, mais bon, c'est déjà notre patient est diagnostic de cancer, donc c'est assez risqué. Ou même, on peut retirer une partie du péricarde, mais encore une fois, c'est assez risqué. Donc, je dirais que la principale, ça va être une ponction du péricarde. Quoi faire en tant qu'infirmière? Bien, encore une fois, notre patient, on va le mettre en position demi-assise pour qu'il ait une bonne expansion pulmonaire, qu'il ait moins de dyspnée. Il va être souffrant, il va avoir des DRS, donc on veut le soulager ses douleurs. On va avoir un monitoring cardiaque. On va encore une fois l'aider au niveau de son anxiété. Le patient, c'est sûr que s'il est anxieux, tous les symptômes vont être pires. De l'oxygène qu'on peut lui mettre. Tout ce qui est enseignement, encore une fois, traitement, examen, la bonne position, les exercices respiratoires, puis l'aider à gérer l'anxiété. Il va avoir une limite liquidienne également. Okay? Suite probablement à notre opération, notre intervention, on va avoir des surveillances post-opératoires à faire qu'on va devoir expliquer aux patients. Et finalement, tout ce qui est soutien psychosocial aux patients et à sa famille. Okay? Qu'est-ce qu'on écrit au dossier? Alors, on écrit évidemment, toujours bien important, les signes vitaux, tout ce qui est bilan ingesta-excreta, les signes et symptômes de rétention liquidienne, son poids qu'on va encore une fois prendre au moins à chaque jour, l'évaluation de son état mental et des douleurs. Bien important de bien documenter les douleurs, surtout si ce sont des douleurs rétrosternales. Son état respiratoire et cardiaque, puis tous les changements, évidemment, ça va être important de le mentionner. Ce que le patient dit, ce qu'il ressent, ses plaintes, tout changement dans son état, souvent ça va être le patient qui va nous le dire, et tous les examens diagnostiques qui vont avoir été faits ou les interventions que vous allez avoir apportées. On entre maintenant dans le sujet de la sécrétion inappropriée de l'hormone antidiurétique. Donc, une des urgences oncologiques. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors on a, dans le fond, ce que c'est que c'est une présence d'eau en excès dans l'organisme par la production anormale de l'ADH. Okay? Donc, ça le dit dans le nom, on a une sécrétion inappropriée de l'ADH par des cellules tumorales ou par stimulation inappropriée de l'axe de l'hypothalamus. Okay? La quantité d'ADH est inadéquate par rapport au niveau de sodium. Okay? Donc, au niveau de notre sodium, il va y avoir des petits problèmes, on va voir ça tantôt. Okay? Monsieur Tremblay, on l'a laissé tranquille, hein? On l'a assez magané comme ça. On va voir Madame Tardy. Okay? Donc, Madame Tardy, elle est atteinte d'un cancer du poumon à petites cellules. Elle se présente en clinique externe aujourd'hui pour son traitement de cisplate éthopozyl. Alors, elle vous dit qu'elle a la bouche sèche, xérostomie. Sa soif n'est jamais soulagée. Elle urine souvent, mais des petites quantités, puis elle a les jambes vraiment enflées. Okay? Donc, on a ces résultats de laboratoire. Donc, son sodium, sa créatinine, son sodium urinaire, puis on a l'osmolalité urinaire et sérique. Alors, normalement, dans le corps, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre corps? Okay? Donc, en temps normal, au niveau de l'ADH, qu'est-ce qui se passe? Okay? Alors, on commence toujours par une perte liquidienne. On a une augmentation de l'osmolalité plasmatique, donc une diminution du volume plasmatique qui va aller activer nos osmorécepteurs au niveau de l'hypothalamus. Okay. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Voyez ça comme si, je ne sais pas, vous êtes allé faire du sport puis vous avez vraiment sué beaucoup. Bon. Alors, on a une stimulation des barorécepteurs qui va faire une vasoconstriction. Okay?
Votre cerveau vous dit de boire, hein, vous venez de perdre beaucoup de liquide, vous avez sué beaucoup, vous avez couru. Donc, votre cerveau vous dit, il faut que tu bois, tu n'as pas assez de liquide dans ton corps. Okay? Ce qui se passe au niveau de l'hypophyse, c'est que l'ADH, elle, va aller au niveau de la réabsorption rénale. Okay? Donc, on va aller réabsorber tout le liquide qu'on vient de boire. On va augmenter le liquide intravasculaire. On va aller diluer votre sodium parce que là, vous devez être salé pas mal, vous avez sué beaucoup. Okay? On a une diminution de l'osmolalité plasmatique, puis on augmente la concentration urinaire. Rendu là, l'hypophyse, elle va dire à l'ADH, OK, wow, c'est beau, t'as assez travaillé comme ça, fais pipi, puis on recommence. OK, fait qu'on a une excrétion rénale, on diminue le volume plasmatique, puis on augmente l'osmolalité plasmatique. Donc, l'ADH, à quoi ça sert? Ça sert un petit peu à régulariser notre excrétion de liquide, puis également le sodium. OK, donc ça nous aide au niveau des reins à dire, OK, c'est beau, sors le liquide, t'as assez bu, ou whoop, t'as peut-être pas assez bu. Okay. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau du SIADH? Donc, on commence toujours par un état de choc. Okay? On va diminuer le débit cardiaque, on diminue le volume plasmatique, puis on va aller sécréter l'ADH. Okay? Mais on a un autre facteur également, l'ADH au niveau ectopique va être sécrété. Puis on va stimuler ou potentialiser en plus l'action de l'ADH par la médication. Puis là, vous allez voir où est-ce que je m'en viens avec ça. Parce qu'on n'arrête pas de stimuler l'ADH. Mais là, à un moment donné, notre corps il ne sera plus capable de tolérer ça. Donc, on va avoir des problèmes au niveau de notre excrétion rénale, au niveau de notre sodium également. Okay? C'est quoi ces facteurs de risque-là? Donc, pour nos patients, pour Mme Tardy, malheureusement, les antinéoplasiques, cyclophosphamide, vincristine, vinplastine, cisplate, phosphamides. Donc, on sait, elle a de la cisplate, notre Mme Tardy, donc elle a déjà un facteur de risque. Tout ce qui est melphalan à haute dose. Les antidépresseurs, peut-être que Mme Tardy est sous antidépresseur, elle a un diagnostic de cancer quand même. Hein. Des narcotiques, tout ce qui est barbiturique, donc le phénobarbital qu'on voit souvent dans le domaine hospitalier également, c'est un facteur de risque. Les diurétiques, hypoglycémie oraux, combien qu'on en a de patients qui ont un diagnostic de cancer qui sont également diabétiques, donc très probablement, ça se peut qu'il y en ait qui aient des hypoglycémies oraux, donc un autre facteur de risque. Puis certains cancers, comme le cancer du poumon à petite cellule, Mme Tardy, malheureusement, elle a beaucoup de facteurs de risque. Hydratation intraveineuse augmente les risques d'excès d'eau. Hein? Je l'ai mis parce que, pas que c'est un facteur de risque, mais plus que c'est un facteur précipitant. Hein? On a de la misère au niveau de notre absorption rénale, plutôt de notre sécrétion rénale. Puis là, on l'hydrate beaucoup parce qu'elle reçoit de l'étoposide puis de la cisplate. On ne l'aide pas, là, Mme Tardy, là, malheureusement. Mme Tardy, elle aurait également pu se présenter avec d'autres signes et symptômes. Donc, exemple, si elle avait une hyponatrémie légère, ce qui est le cas actuellement, anorexie, vous aurez dit « Ah, j'ai vraiment de la misère à me concentrer, il me semble que j'ai beaucoup de difficultés, de la fatigue, maux de tête, un comportement un peu bizarre. » Elle aurait également pu présenter des crampes musculaires, de la faiblesse. Puis, c'est drôle, elle a un gain de poids. Hein? On se rappelle qu'elle a les jambes enflées, donc un gain de poids. Si elle avait une hyponatrémie modérée, alors Mme Tardy aurait pu être confuse, des moins bons réflexes, des hallucinations. Elle aurait également pu présenter de l'incontinence, de la léthargie, nausées, vomissements et des diarrhées. Okay? Ça ne fait pas un bon mélange ensemble. Malheureusement, si Mme Tardy s'était présentée à une hyponatrémie sévère, je ne pense pas qu'elle se serait présentée parce qu'elle aurait été en train de convulser dans un coma ou elle serait morte. C'est quand même assez sévère si on ne la traite pas rapidement. Okay? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là comme examen pour voir si notre patiente a une SIADH? On va faire des laboratoires, urée, créate, lésion, on va aller voir notre sodium, osmolalité sérique, osmolalité urinaire, son sodium urinaire, on peut également aller voir sa densité urinaire. Okay?
On va lui faire un rayon X pulmonaire. Est-ce qu'elle est en surcharge? Qu'est-ce qui se passe? Puis, on peut également faire un CT scan cérébral si elle convulse, elle est léthargique. Bon, on peut quand même aller voir au niveau cérébral s'il n'y a pas autre chose. OK? Comment qu'on traite ça? Alors là, nos patients, c'est là qu'ils nous aiment moins parce qu'ils ont vraiment soif, ils ont la bouche sèche, puis on leur met une restriction liquidienne. 500 ml à 1 litre par jour. C'est pas beaucoup, c'est très difficile, mais il faut que ce soit très, très strict. Sinon, malheureusement, ben là, c'est dangereux pour eux. On va ajouter du sel à l'alimentation ou on peut même donner des suppléments en comprimé. On peut également donner le médicament qui se nomme le Samsca qui va aider là, à augmenter le taux de sel puis l'excrétion rénale. On peut arrêter la médication qui contribue au SIADH. Malheureusement, pour notre Madame Tardy, sa chimiothérapie, c'est une médication là, qui contribue à ça, donc c'est assez dangereux. Est-ce qu'elle a également des hypoglycémies en RAW? On ne peut pas l'arrêter comme ça, donc c'est quelque chose auquel l'équipe médicale doit malheureusement réfléchir, puis des fois, ça finit qu'on doit suspendre la chimiothérapie ou même carrément l'arrêter. Si c'est grave, on peut également donner un soluté hypertonique, donc le sodium 3%, qu'on voit parfois. En fait, souvent, le patient va être sur les étages quand il va l'avoir. Ça, c'est si elle a une hyponatrémie sévère. Et évidemment, ben, on va administrer du diurétique, puis le diurétique de choix, ça va être le Lasix. Quoi faire en tant qu'infirmière? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, ben, on va donner la médication qui a été prescrite, c'est ça l'urgence. On va aider la dame à tout ce qui est gestion de la soif. Hein? Je vous l'ai dit tantôt que ça allait être très difficile pour les patients parce qu'ils ont soif, mais on les empêche de boire. Des bonbons, ils peuvent prendre de la glace des fois, juste têter de la glace, ça peut aider. Ça fait un moins gros volume, mais ça soulage la sensation de soif. Des petits liquides comme Bioten qui peuvent se mettre également toute la langue pour aider à la xérostomie. Ça peut aider. Bon. Sinon, ben, tout ce qui est mesures pour contrer l'anxiété, évidemment, ça revient à chaque cas, mais nos patients sont anxieux. Ils ont un diagnostic de cancer puis sont en complications. Fait que c'est pas drôle. Une diète riche en sel, c'est là qu'il faut dire à nos patients de manger leur chip full salé, là, pas avec 50% moins de sel. Là. Non, non, on veut le full sel. Fait que là, les patients d'habitude sont contents, mais là, ça leur donne soif. Fait qu'on faut y aller, faut faire attention. Puisque nos patients sont à risque de convulsion, bien évidemment, on va s'assurer qu'ils sont en sécurité. On va protéger les côtés du lit pour essayer d'éviter qu'ils se blessent s'ils sont à risque de convulsion. On peut monter les ridelles, mais bon, faire quand même attention pour pas qu'ils se blessent dessus. Donc, des fois, on peut mettre peut-être des petits oreillers pour les aider. Toujours les surveiller de près, évidemment, s'ils sont à risque de convulsion. C'est bien important. On va faire l'enseignement aux patients, mais également à la famille, hein, si le patient n'est pas dans l'état de recevoir l'enseignement. Tout ce qui est signes et symptômes à repérer. Exemple, qui retourne à la maison, mais qui est à risque d'en refaire, il va falloir leur dire quels sont les symptômes précurseurs. On va leur expliquer les traitements, la médication qu'on lui donne, tout ce qui est examen. Bon, sa diète, hein, avec le sel, c'est important. Le suivi du poids, ça va être important de le peser à chaque jour. Gestion du stress, puis le respect de la limite liquidienne prescrite, très, très, très important. Je mets l'emphase là-dessus, mais malheureusement, c'est la chose la plus importante dans le cas de Mme Tardy et dans les cas des patients qui ont le SIADH. On va évaluer tout ce qui est signe de changement neurologique, hein, parce que ça peut affecter, et évidemment, toujours soutien psychosocial au patient et à sa famille. Qu'est-ce qu'on écrit au dossier? Qu'est-ce qui est important? Bien, les signes vitaux. Encore plus important, B-line out, le poids. Les signes et symptômes de rétention liquidienne, donc est-ce que notre patient a été essoufflé? Est-ce que les jambes enflées? Les jugulaires sont-elles distendues? Est-ce que des signes de rétention liquidienne? Évaluation neurologique, son niveau de conscience. Es-tu conscient? Es-tu inconscient? Il répond-tu? Es-tu lent? Ses pupilles sont comment? Donc, on va évaluer tout ce qui est neurologique. Le patient, qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Est-ce qu'il s'est plaint de quelque chose? Est-ce qu'il y avait, à part qu'il a soif, là, mettons, là, puis qu'il mange trop salé, est-ce qu'il s'est plaint d'autres choses? Est-ce qu'il se sentait étourdi? Est-ce qu'il y avait des symptômes neurologiques? Les jambes enflées? Donc,
bien important de consigner ça au dossier. Également, les effets secondaires des traitements, comme c'est important de documenter au dossier et d'aviser l'équipe, et tous les examens diagnostiques effectués. On va parler maintenant de l'hypercalcémie. Alors, l'hypercalcémie, c'est quoi? Bien, ça le dit, c'est un taux anormalement élevé de calcium dans le sang. Okay? L'hypercalcémie se sépare en légère, modérée et sévère. Okay? Un taux normal de calcium, normalement, dans le sang, on a entre 2,2 à 2,57. Donc, quand on dit que le patient est en hypercalcémie légère, on est entre 2,75 et 2,9. Okay? Quand on est modéré, on est entre 3 et 3,4. Et sévère, on est à 3,5 et plus. Alors, l'incidence de l'hypercalcémie, donc je vous dirais que les chiffres que j'ai trouvés, là, il y a environ 15 à 20 cas sur 100 000 personnes. Donc, quand même un taux élevé. Heureusement, c'est réversible dans 80% des cas. J'ai pas trouvé de chiffres récents au Canada, mais aux États-Unis, dans le fond, sur 10 à 20% de tous les cas de cancer aux États-Unis, si l'hypercalcémie était non traitée, on avait 50% de décès à 1 mois et 75% de décès à 3 mois. Okay? Donc, quand même un taux de décès élevé, mais on ne s'oublie pas que c'est quand même facilement réversible. Okay? Donc, Mme Tardy, mais comme M. Tremblay, on ne la lâche pas. Vous êtes infirmière à l'étage, est hospitalisée sur votre étage, elle vous sonne de sa salle de bain. Elle a eu une faiblesse, elle ressent des palpitations, elle a de la difficulté à s'exprimer, puis vous êtes inquiète. Fait que vous appelez le médecin, puis vous lui faites faire un ECG. À l'ECG, il y a des anomalies. Vous prenez sa pression, elle est hyper tendue. Elle a mal au ventre, puis elle dit qu'elle a comme une fatigue musculaire, hein, elle est tombée, hein, presque, ou en tout cas, elle a une faiblesse. Alors, l'hypercalcémie, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on a plusieurs choses qui peuvent créer l'hypercalcémie. On a premièrement l'effet local des métastases osseuses, exemple, bon, cancer du sein, cancer à petites cellules, encore une fois, Mme Tardy, myélome multiple, qui augmente la réabsorption osseuse, puis qui augmente évidemment le taux de calcium au niveau de notre sang. On a également un facteur de risque qui s'appelle l'immobilité chez les patients alités. Donc, nos patients qui ne bougent pas, qui restent couchés dans leur lit, sont très à risque. Quand on est immobile, ce qui arrive, mais on a une réabsorption osseuse du calcium. Puis encore une fois, on augmente notre taux de calcium au niveau du sang. Donc, mettons que notre Mme Tardy, là, ça ne tente pas de bouger, elle est couchée, elle ne file pas, ça ne tente pas. Puis en plus, elle a un cancer du poumon à petites cellules. Bien, déjà, là, elle est bien à risque d'hypercalcémie. Okay? Ensuite de ça, on a une production de parathormones par la tumeur. Donc, c'est ça, c'est environ 80% de l'hypercalcémie. La cause serait la production de parathormones. Donc, on a une augmentation de l'ostéoclasie. On a donc une augmentation de réabsorption osseuse. On diminue la formation osseuse. On augmente la réabsorption rénale, ce qui entraîne une augmentation, encore une fois, du calcium dans le sang. Puis, finalement, on a la production tumorale de substances par exemple prostaglandines, qui peuvent agir là, en synergie puis qui augmentent évidemment, bien, encore une fois, le taux de calcium dans le sang. Donc, on a plusieurs causes possibles, plusieurs facteurs qui font que nos patients qui ont des cancers sont très à risque d'avoir de l'hypercalcémie. Nos facteurs de risque. Alors, les cancers, comme j'ai dit tantôt, poumon, mais Mme Tardy, on le sait, très à risque, cancer du sein. Cancer tête-cou ORL, cancer de l'œsophage, rein, myélome, leucémie, lymphome. Donc, on a beaucoup de cancers qui sont à risque d'hypercalcémie. Okay? Un patient qui a des métastases osseuses est à risque. Un patient, comme j'ai dit tantôt, qui est immobile, un patient qui ne bouge pas beaucoup. Là, ça peut être à l'hôpital, mais ça peut être à la maison aussi. Un patient qui est déshydraté, qui a un poids bas, donc anorexie.
Patient qui a des thérapies hormonales. Donc, je vous ai dit tantôt cancer du sein, hein, thérapie hormonale. Patient qui a déjà des diurétiques de base. Certaines médications. Patient, exemple, un patient qui a du lithium, qui a de l'estrogène, anti-estrogène, théophiline, bon, sont plus à risque. Un patient avec une hyperparathyroïdie, hypoalbuminémie, un patient qui est insuffisant rénal, ou un patient qui a une intoxication à la vitamine A et D, bon, c'est plutôt rare, mais quand même, faut penser que ça reste un facteur de risque. Notre dame tardive aurait également pu avoir plusieurs signes et symptômes. Il y a quand même beaucoup de signes et symptômes qui s'apparentent à d'autres urgences ou d'autres pathologies. On les a séparés en plusieurs systèmes. Donc, je vous avais dit tantôt qu'il y avait plusieurs niveaux, faibles, modérés, sévères. Okay? Donc, si on regarde au niveau gastro-intestinal, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, on a parlé anorexie. Notre patient peut avoir des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales pas trop claires, diffuses, là, un petit peu partout. Ça, c'est plutôt vague. OK? Également au niveau neurologique, quand c'est faible, un patient peut être plus agité. Hein, on se rappelle, madame avait la difficulté à s'exprimer. Un patient qui est plus dépressif, léthargique. Au niveau musculo-squelettique, on peut avoir la fatigue musculaire, comme elle a dit, des faiblesses. Au niveau rénal, on urine beaucoup la nuit, nicturie, polyurie, polydipsie, puis elle peut également être hypertendue. Quand on rentre dans l'hypercalcémie modérée, les patients peuvent être plutôt constipés, douleur abdominale quand même forte. Ils peuvent également avoir une distension abdominale. Okay? Au niveau neurologique, ils peuvent être confus, peuvent même être en psychose, ou des patients extrêmement somnolents, difficulté à le réveiller. Ça peut être une hypercalcémie modérée. Au niveau musculo-squelettique, on peut avoir des faiblesses ou même des fois des douleurs osseuses. Okay? Au niveau rénal, on peut avoir une acidose, mais on peut également faire des lithiases rénales, hein, donc ça ne va pas bien. Au niveau cardiovasculaire, on peut avoir des arythmies cardiaques ou des anomalies à l'ECG, comme c'est arrivé avec Madame Tardy. Quand c'est sévère, mais sévère, ça le dit, hein, tout est toujours pire, on peut être en ileus, carrément en obstruction. Au niveau gastro-intestinal, coma, mort. C'est sûr que c'est un signe qui ne ment pas. On peut avoir une augmentation de la faiblesse au niveau musculaire, l'ataxie. Les patients peuvent même faire des fractures pathologiques. Okay? Au niveau rénal, on peut tomber en insuffisance rénale aiguë, oligurie. Puis au niveau cardiovasculaire, on peut tomber en arrêt cardiaque. Donc, quand on est en hypercalcémie sévère, c'est rendu grave. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'attraper nos patients quand ils sont en hypercalcémie plus faible ou modérée. Faut être vigilant à ces signes-là parce que c'est des signes qui s'apparentent à beaucoup d'autres choses. Hein. Notre patient qui est nauséeux, qui vomit, qui a une petite douleur abdominale, il doit être en SPOC, c'est sa chimio, il a juste mal au cœur. Faut flasher, allez voir ses prises de sang. Si vous êtes à l'hôpital, les prises de sang du jour, allez voir son taux de calcium. C'est peut-être ça, faut y penser. Ou même s'il est en externe, jetez un petit coup d'œil. Puis on pourrait s'éviter bien des complications comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'hypercalcémie au niveau diagnostic? Bien évidemment, le premier examen de choix, c'est de regarder le taux de calcium dans le sang. On peut également regarder le phosphore, la phosphatase alcaline, albumine, hein? C'est quand même important pour bien calculer notre taux de calcémie sérique. On va aller voir l'urée, la créatinine, tout ce qui est ion, PTH. Son calcium urinaire peut également nous aider. On peut aller faire des radiographies, scintigraphie osseuse, d'un coup qu'il y a des fractures pathologiques, il faut aller voir. Et évidemment, un ECG, c'est quand même un bon indicateur également. Pour ce qui est des traitements, alors, on a divisé ça par but, dans le fond. Alors, l'objectif numéro 1, on veut diminuer la réabsorption osseuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On traite le cancer, mais on peut également donner tout ce qui est biphosphonate, calcitonine, phosphore, Lasix et autres. C'est thérapie avec des médicaments, dans le fond, là, donc on peut tout donner ça.
Si on veut diminuer la concentration sanguine de calcium, alors il n'y a pas 36 millions de solutions. C'est l'hydratation. On hydrate le patient beaucoup pour les premiers 24 heures. Intraveineux, si c'est léger, on peut aller à essayer d'hydrater plus au niveau oral, mais intraveineux, je vous dirais que c'est le choix. 5 à 8 litres par jour, c'est pas beaucoup de gens qui sont capables de boire 5 à 8 litres par jour de même pour les premiers 24 heures, puis après ça, c'est 3 litres par jour par la suite. Fait que le patient doit s'hydrater beaucoup. OK? Ensuite de ça, si on veut augmenter l'excrétion rénale du calcium, ben encore une fois, c'est l'hydratation. Puis si ça ne marche vraiment pas, là, puis il est en insuffisance rénale, malheureusement, ça peut aller jusqu'à la dialyse. Fait que c'est quand même assez grave. Si on veut diminuer le niveau de calcium ingéré, ben comment qu'on absorbe le calcium? Ben, c'est par la voie orale. Donc, on arrête les suppléments oraux. Si votre patient a des suppléments de calcium, ben, puis qu'il est en hypercalcémie, pensez-y, on veut le baisser, fait qu'on ne lui donnera pas son calcium par la bouche. Puis finalement, si on veut stimuler au niveau ostéoblastique, ben, on va dire à notre patient, ben levez-vous, marchez, c'est plate à dire, là, mais il faut faire de l'activité physique, puis c'est quelque chose qui va aider, puis qui peut même également prévenir l'apparition de l'hypercalcémie. C'est pas pour rien qu'on dit à nos patients d'essayer de marcher au moins une petite demi-heure, 5 fois semaine. Ça évite des complications, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'infirmière? On va administrer la médication qui a été prescrite. On va également surveiller tout ce qui est signe d'hypovolémie et déshydratation. On va les aider au niveau de l'anxiété. Encore une fois, ça revient à chaque fois, mais anti-anxiolytique au besoin. Nos patients sont anxieux, c'est normal. Alors, il faut les rassurer. Il faut bien leur expliquer la situation. On va, comme je vous disais tantôt, favoriser la mobilisation. Donc, si le patient est couché dans le fond de son lit ou, je ne sais pas, sa conjointe vous rapporte qu'il s'endort toujours dans son fauteuil, malheureusement, on peut marcher. On pourrait marcher dans la maison, on peut marcher dehors, L'important, c'est simplement que le patient se mobilise. Donc, ça l'empêche plein de complications, la mobilisation. C'est important de dire ça aux patients, c'est important qu'ils le comprennent. On peut également s'assurer la sécurité du patient, essayer d'éviter un risque de fracture. Fait que si votre patient vous dit « je vais faire du cheval en fin de semaine » puis il est en hypercalcémie modérée, on peut peut-être lui dire de ne pas y aller puis de faire un petit peu plus attention. On va tout ce qui est enseignement. C'est un rôle important au niveau infirmier. On leur enseigne les signes et symptômes, les traitements, qu'est-ce qu'on fait, la médication, pourquoi, les examens diagnostiques, qu'est-ce que c'est, comment ça va se passer, comment gérer leur anxiété, puis on va également leur expliquer les signes de thrombose veineuse parce que ça peut se produire. On va lui également évaluer tous les signes de changement neurologique et cardiaque chez notre patient. S'il dit « il me semble que mon cœur il bat bizarrement », c'est pas normal. Ça se peut que ce soit une hypercalcémie, ça se peut que ce soit une tamponnade cardiaque aussi, mais on l'évalue, c'est bien important. On va leur offrir également, comme toujours, un bon soutien psychosocial au patient et à sa famille parce que ça se peut qu'ils vivent des pertes. Bon, un patient qui fait du cheval à chaque jour puis que malheureusement, vous lui dites « oups, on va arrêter » ou la famille qui dit « il est toujours dans le fond de son fauteuil puis je sais pas comment lui dire de se lever puis d'aller marcher parce que il est en hypercalcémie », il faut les soutenir, il faut les aider. Ça se peut qu'il y ait des pertes, ça se peut qu'il y ait des choses qui doivent se parler dans la famille. Donc, on va leur offrir le soutien nécessaire. Qu'est-ce qu'on écrit au dossier? Alors, les signes vitaux, bien importants. Toujours son bilan ingestant-excrétant. L'autonomie du patient, pourquoi? Parce que si tout d'un coup, le patient il vient qui est plus autonome, ça peut nous allumer une cloche. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Hier, il se levait, puis tout allait bien. Puis là, aujourd'hui, il est léthargique dans le fond de son lit, puis je suis obligée de préposer, faire sa toilette. Sa femme dit qu'il se lève plus. Bizarre, faut que ça sonne une cloche. Son poids à chaque jour, on va l'évaluer au niveau neurologique, son niveau de conscience, son évaluation cardiaque, est-ce qu'il y a des DRS, est-ce qu'il fait de l'AFA, est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal, le patient, qu'est-ce qu'il vous dit
Oh, j'ai de la difficulté à parler, je me sens plus fatiguée, je me sens plus faible, ça fait des jours que je ne suis pas sortie dehors. Donc, il faut tout consigner ça. Également, tout ce qui est effet secondaire du traitement, puis tous les examens qui ont été effectués suite à ça. Finalement, un sujet qui nous tient à cœur et que je pense que toutes les infirmières qui ont travaillé en oncologie ont dû voir, les thromboses et embolies. Alors, je vais commencer par une question. Dites-moi, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que les patients atteints du cancer sont plus à risque de développer un événement thromboembolique? Alors, je vais vous laisser 30 secondes pour répondre à la question. Est-ce vrai ou faux? Alors, ça fait 30 secondes. Donc, je pense que tout le monde doit avoir répondu à la question par la bonne ou la mauvaise réponse. Mais quelle est la bonne réponse? La réponse, c'est vrai. Alors, juste une petite mention rapide à ce sujet, dans le fond. Les personnes atteintes de cancer sont 6 fois, pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 6 fois plus à risque de développer un événement thromboembolique. OK? C'est beaucoup 6 fois. Pourquoi? Les cellules cancéreuses activent la coagulation par plusieurs avenues, dont l'activation KRAS. On a également la suppression du gène P53 et la suppression du gène PTEN. Okay? Donc, ce qui fait, là, entre autres, c'est que nos patients là, qui ont un cancer à la base là, sont vraiment plus qu'à risque de faire des embolies, des thromboses. Okay? Alors, je vous dirais là, que ça dépend vraiment des signes cliniques de votre patient. Là, faut vraiment bien l'évaluer. S'il y a une thrombose au niveau d'un membre, souvent, ce que le patient va nous dire, c'est qu'il y a de la douleur, il y a mal, il y a de l'œdème, c'est rouge, c'est chaud. On les connaît tous très bien, ces signes-là, mais j'ai mentionné pareil, un patient qui arrive en clinique et qui dit « J'ai mal à ma jambe droite », puis il est traité sous cancer. Regardez donc, wow, qu'est-ce qui se passe à cette jambe-là. Hein? C'est assez flagrant, on le remarque assez vite. La rougeur, la chaleur, là, on touche derrière le mollet, c'est chaud, il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est dangereux. Okay? Au niveau pulmonaire également, c'est assez évident, tout le monde le sait très bien. Patient qui est plus essoufflé, qui a une petite toux sec, hein, pas une toux grasse. Là. C'est ça, il respire très vite. Écoutez, s'il y a de l'hémoptysie, donc il y a du sang dans ses crachats, ça va pas bien. C'est très, très, très probablement une embolie pulmonaire. Puis ici également, il y a des douleurs thoraciques. OK? Ça peut s'apparenter à une DRS, mais ça peut également être une embolie pulmonaire. Donc, c'est assez flagrant. Un patient qui, la semaine dernière, est venu pour son traitement, puis qui allait super bien, puis là, aujourd'hui, il se présente, ou il arrive à l'urgence, puis il est super essoufflé, puis là, il vous dit « Je tousse, mais j'ai pas de sécrétion, je comprends pas. » Pensez à l'embolie pulmonaire, ça se pourrait très bien que ça soit ça. Hein? S'il y a un cancer, là, ça se pourrait. Okay? Qu'est-ce qu'on fait comme examen? C'est pas compliqué. Si on pense qu'on a une thrombose au niveau d'un membre, un Doppler. Doppler, c'est l'examen de choix qui va nous dire qu'est-ce qui se passe. Puis au niveau des poumons, un scan vécu. OK? Puis on peut donner la meilleure façon, anticoagulants oraux ou sous-cutanés, c'est la meilleure façon de traiter. Des fois, on peut aller mettre des genres de petits parapluies pour essayer de filtrer bien, mais les anticoagulants, c'est la meilleure façon de pouvoir traiter une thrombose ou une embolie.
La voie favorisée souvent en onco, ça va être sous-cute. Souvent avec une héparine à bas poids moléculaire. Exemple, là, on va le voir souvent, le Fragmin. Le Fragmin, c'est comme notre anticoagulant préféré en onco, on le voit souvent. Pourquoi qu'on favorise ce genre d'anticoagulant-là? Pourquoi qu'on ne donne pas du Coumadin à nos patients, exemple? Ben, souvent, le Coumadin, exemple, il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses. Il y en a avec des corticos ou même avec la chimiothérapie. On fait beaucoup de ponctions veineuses. Fait que, c'est ça, faut faire attention. Quand nos patients sont nauséeux ou qu'ils vomissent, perte d'appétit, diminution de l'alimentation, il y a une diminution d'absorption de la vitamine K. Puis souvent, nos patients, mettons qu'ils prennent du Coumadin Péros, sont nauséeux, ils vomissent, ils prennent pas nécessairement leurs médicaments. Donc là, c'est dangereux s'ils ont une embolie pulmonaire là, pour eux de ne pas prendre ce médicament-là. Ou s'ils le prennent mais ils vomissent, le Coumadin, il n'a pas eu le temps de faire son effet. Mais je vous dirais que la raison principale, c'est que si jamais on a besoin d'inhiber, ou mettons renverser ce médicament-là, le Fragmin se renverse très rapidement. Sa durée de vie est assez courte, versus le Coumadin, que c'est 2-3 jours. Exemple, que vous voulez faire une ponction, une biopsie à un patient, puis il est sous Coumadin, là, c'est dangereux, il risque de saigner. Vous ne pouvez pas faire ça bing-bang en quelques heures. Là. Versus le Fragmin, c'est plus facile à éliminer dans le corps. On peut sauter une dose, c'est un petit peu moins dangereux. OK? Alors, de mon côté, je vous dirais que la formation est terminée. Je vais laisser la parole à Mme Rousseau. On va vous laisser une période de questions. Je vais laisser Mme Rousseau vous expliquer le tout. Merci beaucoup Sabrina d'avoir partagé vos connaissances et votre expertise sur les urgences oncologiques avec nous. Donc effectivement, on a amplement le temps pour prendre des questions. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous avez une zone de chat. Alors, vous pouvez, et on vous invite à poser des questions s'il y a des portions là, de la conférence, vous avez des questions ou même des commentaires à émettre sur la formation, là, on vous invite à le faire. Donc, évidemment, vous devez les taper. Donc, on va vous laisser quelques secondes, si on veut, là, un peu de temps pour que vous puissiez écrire vos questions. Donc, j'ai une première question ici. Quelqu'un demande quel est le pourcentage de décès qu'on retrouve là, chez les patients avec un cancer en lien avec des urgences oncologiques? J'ai malheureusement pas le chiffre large, je l'ai plus par urgence. J'en ai mentionné plusieurs. Par contre, si jamais vous voulez aller voir, il n'y a pas vraiment, je vous dirais, de statistiques là-dessus des patients qui meurent d'une urgence oncologique. En tout cas, je vous dirais peut-être pas au Canada. Mais vous pouvez toujours aller voir les statistiques au niveau des États-Unis. Souvent, il y a des statistiques plus récentes qui peuvent être intéressantes. Donc, peut-être qu'on aurait un petit peu plus d'informations à ce niveau-là, mais je n'ai pas de chiffres à donner. Si vous voulez aller voir par urgence oncologique, quel est le taux de décès ou quel est le taux des urgences oncologiques. De ma première présentation, vous pouvez également y accéder là, via le site de Société de leucémie lymphome. J'ai mis dans pas mal toutes les urgences, du moins ceux que j'ai réussi à avoir des statistiques. Donc, pour chaque urgence, vous pourriez aller le voir. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui demande, donc peut-on avoir via email les diapositives de la formation? Alors, ça revient un peu à indiquer, ça revient un peu à ce que vous avez dit. Et oui, effectivement, vraiment dans le courriel de confirmation, il y avait la présentation, donc les diapositives qui étaient inclus. On rajoutera là, les diapositives également dans un courriel après la formation. Donc, les gens auront accès parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations dans les diapositives et c'est très intéressant. Donc, les gens auront accès là, à la diapositive, effectivement.
J'ai une autre question ici. Quelqu'un qui indique « Je suis vraiment surprise du 45 versus choc septique, j'imagine vis-à-vis du choc septique. Étant dans ce domaine depuis plus de 15 ans, 5 était ma réponse. » Oui, effectivement, je dois vous avouer que moi aussi, j'étais surprise quand j'ai lu ça. Mais oui, 45 des cas de cancer vont vivre un choc septique. Là, je dis choc septique, mais ça peut être également un sepsis. Hein? C'était quand même assez large. Donc, exemple, un patient qui va avoir une infection X, Y, là, pulmonaire, tout ça, va être compris dans ce 45 %-là. Donc, de là à dire 45 choc septique, je te dirais que c'est large. Mais oui, c'est effectivement, c'est le taux, c'est quasiment la moitié de nos patients qui ont un cancer qui risquent de faire un sepsis grave, là, quand même important. Là. Peut-être pas de là à se rendre au choc septique, mais quand même un sepsis sévère. Bien, merci. Bon, voyons, je vais le dire. C'est un peu comme une autre question que j'ai ici, qui est le pourcentage de risque d'avoir une urgence oncologique lorsqu'on a un cancer. Donc, est-ce que c'est 50 de risque d'avoir une urgence oncologique quand on a un cancer, si on le regarde comme ça? Si on le regarde comme ça, c'est sûr qu'avec, comme j'avais dit tantôt, pour toutes les urgences confondues, c'est dur à dire, j'ai pas vraiment de statistiques, mais effectivement, on pourrait dire qu'on a au moins un minimum de 50 de chances d'avoir une urgence oncologique, tout cancer confondu. Là. Si on le regarde comme ça, minimum, parce qu'on a 45 de chances d'avoir un sepsis, un choc septique. Donc oui, on pourrait le voir comme ça. J'ai malheureusement pas le chiffre exact de combien, là, quel est le pourcentage, là, c'est vraiment dommage. Mais oui, on peut le voir comme ça. On a probablement environ 50 si c'est pas plus de chances d'avoir une urgence oncologique. Merci Sabrina. Une autre question. Est-ce que les patients ont tous des portes à 4 d'emblée ou bien seulement ceux qui sont difficiles à piquer? Là, c'est sûr que c'est une question que, bon, je peux vous répondre d'expérience. Non, ce ne sont pas les patients qui ont tous un porte-à-4. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si les patients sont durs à piquer ou d'expérience, là, si les patients ont un traitement, là, exemple, un biberon, donc un traitement qui va être là pour 24 heures ou au-delà de 24 heures, oui, à ce moment-là, on va favoriser l'installation du porte-à-4. Le porte-à-4, il ne faut pas l'oublier que c'est une voie centrale. Hein, c'est un cathéter veineux central, donc ça nous met à risque de certaines complications. Donc, si vous avez un patient qui a un porte-à-4, gardez l'œil ouvert. Il peut être à risque de complications. Mais quand c'est nécessaire, c'est nécessaire. On n'a pas le choix. Merci. Une autre question concernant le test pour l'hypercalcémie. Quelqu'un parle du dosage du calcium ionisé, donc qui indique que vous n'en avez pas parlé de ce test-là. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu là-dessus? Calcium ionisé, effectivement, ça pourrait être un test également qu'on fait, mais je vous dirais que c'est pas le test prisé par le médical. Souvent, ils vont carrément juste faire un calcium sérique. Des fois, on est en état d'urgence, donc c'est sûr que c'est l'examen qui va sortir le plus rapidement. Calcium ionisé va être moins favorisé simplement parce que le calcium sérique, c'est la facilité, c'est un examen quand même assez précis. Donc, ça va être favorisé, mais ça se pourrait très bien que le médecin demande calcium normal et calcium ionisé, mais avec un calcium sérique régulier, on est très capable d'identifier l'urgence puis de la traiter. Là. OK, donc ça rentre beaucoup les questions. Alors, Sabrina, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez bu une gorgée d'eau. Est-ce que le test d'écho trans-œsophagien est encore une pratique courante? C'est une pratique qu'on utilise quand même en oncologie. C'est quand même une pratique courante. Ceci dit, c'est quand même une pratique qui a des risques. Donc, si notre patient est en urgence oncologique, qui a un cancer, qui est à risque de saignement très probablement, le fait de faire cet examen-là versus une échographie cardiaque normale, c'est sûr que ça amène plus de risques pour le patient. Donc, on va favoriser quelque chose de moins invasif. OK? Par contre, c'est sûr que c'est plus précis. Donc, si nécessaire, on peut le faire, mais on va y aller avec quelque chose de moins invasif.
Merci. Quels sont les risques reliés aux portes à quatre? Les risques reliés au porte-à-quatre, mon Dieu, il y en a beaucoup. Porte-à-quatre, c'est sûr que ça peut causer une tamponnade cardiaque, ça peut également causer, tout ce qui est embolie, thrombose, infection du cathéter peut amener au choc septique également. Il y a beaucoup de risques à l'installation d'un porte-à-quatre. Ça sera pas nécessairement tous les patients qui vont présenter des complications, mais ça demeure quand même un objet, c'est invasif. Un peu comme l'échographie transœsophagienne, un porte-à-quatre, un cathéter central, ça reste invasif. Donc, ça nous met plus à risque de complications. Merci. Une autre question. Si on a 50% de risque d'avoir une urgence oncologique, y a-t-il des choses qu'on peut faire pour diminuer les risques? Ou c'est plus de surveiller les signes et symptômes? J'adore cette question. Je ne sais pas qui l'a posée. L'enseignement aux patients. Hein? Surveillance. La surveillance, les urgences oncologiques, ça arrive souvent, mais on arrive quand même souvent à les détecter rapidement. Puis on peut les prévenir. La prévention. Donc, faire l'enseignement aux patients. Quand ils viennent à leur traitement, ils ont des prises de sang. Quand ils sont à l'hôpital, ils ont des prises de sang chaque jour. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire au niveau de la prévention chez les patients. Puis, je pense que c'est ça la clé du succès. Au niveau des urgences oncologiques, comment les éviter ou comment se rendre à quelque chose de grave, d'urgent ou ça rend à la mort du patient, malheureusement, c'est la prévention puis l'enseignement aux patients et à la famille. Les premiers signes. Les premiers signes. Oui, merci. Alors, quelqu'un rappelle, indique, pour les patients avec l'hypercalcémie, il faut vraiment prendre le temps d'évaluer si le patient prend des suppléments incluant du calcium. C'est sûr que si ton patient est en hypercalcémie sévère, dans ton état, dans l'urgence, peut-être que ce ne sera pas ta priorité de dire « Ah, il prend-tu un supplément Peros de calcium? Je ne sais pas. » Bon, en état d'urgence, non. Par contre, je reviens à la question précédente en prévention. Si on voit que notre patient prend du calcium à la base, puis que, oups, son calcium il est un peu élevé dans son sang, on pourrait peut-être voir avec le médical qu'est-ce qu'il en pense. Le corps médical regarde quand même les prises de sang, mais des fois, on est malheureusement le maillon, le dernier maillon, on va dire ça comme ça, puis on va se dire, oups, hey, il est en hypercalcémie, puis il prend du calcium Peros. Peut-être qu'il faudrait le cesser. Fait que, oui, en état d'urgence, ton calcium Peros, il va te passer du pied par-dessus la tête. Je suis bien d'accord avec toi. Mais si tu vois une légère hypercalcémie, ça peut peut-être juste se régler en enlevant son calcium Peros. Parfait, merci. Une autre question. Est-ce qu'il y a des urgences oncologiques qui sont plus fréquentes dans les cancers du sang, donc qu'on retrouve vraiment en nombre plus élevé au niveau des cancers du sang? Oui, en fait, ce que je t'inviterais, c'est peut-être d'aller voir le premier volet des urgences oncologiques. Tout ce qui est lise tumorale, CIVD, choc septique, il y en a. Je te dirais que malheureusement, les cancers du sang sont dans les cancers les plus à risque des urgences oncologiques. C'est vraiment dommage, mais ils sont quand même très à risque. Mais si tu vas voir mon premier volet, tu vas voir, j'ai vraiment ciblé les urgences qui se présentent plus souvent chez les cancers du sang. Donc, ça pourrait être intéressant. Parfait, merci. Une autre petite question. Au niveau de la recherche, je trouve ça intéressant de mentionner ça. Quelqu'un se demandait s'il y a actuellement au Québec, au Canada, de la recherche vraiment pour améliorer soit de l'intervention, soit la prise en charge en lien avec les urgences oncologiques. Oui, vous savez. Oui, il y a de la recherche là, au niveau de la prise en charge. Effectivement, je ne peux pas te nommer quel est le nom de la recherche et tout ça, mais il y en a, puis il y en a même beaucoup au niveau de l'enseignement puis de la prévention des patients pour aider à prévenir l'apparition ou à au moins les prévenir des signes et symptômes des urgences oncologiques. Donc oui, il y a de la recherche à ce niveau-là. Je ne peux pas te dire où, je ne peux pas te dire quel est le nombre d'études, mais il y en a actuellement en cours. Une autre question ici. Il n'est pas question des extravasations. Je m'excuse si
j'ai amoché ce mot-là, dans la formation, mais sont-elles considérées comme une urgence oncologique? Écoute, malheureusement, je dis bien malheureusement, ce ne sont pas considérées comme une urgence oncologique. Moi, personnellement, je considère que c'est une urgence oncologique quand mon patient a une extravasation. Mais puisque c'est une urgence qui est plutôt, je te dirais que peut-être qu'il rentrerait dans la catégorie de l'anaphylaxie. Bon, c'est pas une anaphylaxie parce que c'est une réaction à la chimio, là. Bon, l'extravasation, là, c'est que la chimio est sortie hors de la veine. Mais malheureusement, elle n'est pas considérée dans les urgences oncologiques. Mais je te dirais, oui, ça serait un sujet à aborder parce que ça demeure quand même un état d'urgence pour ton patient quand il y a une extravasation, puis ça peut avoir des conséquences à long terme. Parfait, merci beaucoup. Bien, ça fait le tour des questions. Je voulais vous dire, Sabrina, qu'il y a plusieurs merci dans les commentaires, donc des gens qui sont bien contents là, de revoir revoir les urgences oncologiques pour une première fois ou pour plusieurs fois qu'ils l'ont revu, là, que ça fait du bien de revoir les urgences et de se remettre dans le bain. Alors, c'est une bonne révision. Les gens qui passent des commentaires sont bien contents. Alors, sur ça, je vais conclure la formation. Donc, merci beaucoup, Sabrina, encore une fois, d'avoir accepté de présenter ce soir. Donc, vous avez tous reçu un formulaire de présence ainsi que l'évaluation. Alors, je vous rappelle de signer ce formulaire et de remplir l'évaluation et de nous le retourner par courriel, par télécopie ou par la poste. Vous avez vu mes commentaires tout à l'heure. Vous allez recevoir un courriel d'ici 24 heures avec l'enregistrement de cette formation-là. Et on va aussi s'assurer de vous faire parvenir les diapositives pour une consultation future. Donc, je vous rappelle aussi j'ai écourté ma phrase, donc de retourner le formulaire et l'évaluation d'ici le 11 novembre prochain, si c'était possible. Et n'oubliez pas, si vous désirez les crédits de formation, vous devez aller payer vos frais de 10 $ qui sont en ligne. Donc, et voilà, je vous remercie énormément d'avoir été des nôtres. Merci encore une fois, Sabrina, et à bientôt. Bonne soirée.